Bonjour à toutes et à tous, ici Monsieur Lambda, je suis en plein soleil. Je me trouve aujourd'hui à Champagne-sur-Oise, dans le 95, à la limite des Hauts-de-France. Et je suis assez content d'être là, parce que je me trouve au garage Pacemaker. Le garage Pacemaker qui est partenaire du jeu concours de la IS 250. Je vous avais parlé de ce garage notamment sur la vidéo de la Toyota CHR que je vous remets dans la description. C'est un endroit où je viens souvent parce que c'est au moins la 4e fois que je viens ici, voire même la 5e. Et je vais vous présenter Sébastien, le propriétaire de ce garage. Pour rappel, le garage Pacemaker, c'est un spécialiste Toyota Lexus et plus généralement des voitures japonaises et asiatiques. Et là, j'ai votre future IS 250 qui est à l'intérieur dans l'atelier. On va aller la retrouver par la même occasion, on va aller rencontrer Sébastien. Allez, c'est parti. Et avant d'aller plus loin, je vous rappelle que le jeu concours est toujours en ligne. Il reste à peine un mois avant la fin. Le tirage au sort aura lieu après le 1er juillet. Ce sera la date de la fin du jeu concours. Vous rendez-vous sur le site Monsieur Lambda pour acheter vos lots de codes promo qui vous permettront de participer au jeu concours permettant de remporter la Lexus IS 250. Et croyez-moi, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à cette voiture. J'en dis pas plus, on continue la vidéo. Le voilà. Il est là, Sébastien. Hello Sébastien, comment tu vas? Salut Davy, ça va et toi? Impeccable, merci. Du coup, alors Sébastien, peux-tu te présenter à notre public? Eh bien écoute, je m'appelle Sébastien, je gère le garage Pacemaker depuis une dizaine d'années. On était les premiers à créer un garage hybride en Ile-de-France à l'époque en 2013. Et aujourd'hui, on fait à peu près 2000 voitures à l'année. On gère une équipe de passionnés qui réparent des voitures à la perfection. Ils sont à l'action là derrière, juste là. Pourquoi un garage hybride? En fait, j'ai fait toute ma formation chez Toyota. J'ai fait l'école à l'époque qui était désormais fermée, l'école high-tech Toyota, qui était à Vaucresson. J'ai découvert la passion pour les hybrides. J'ai découvert les premières hybrides arrivées en France et ça m'a beaucoup plu. Et j'ai décidé, après 7 ans de bons et loyaux services, de créer ma propre société. Ça fait 10 ans que ça dure. Et ça marche bien, hein, du coup, vu que tu as près de 2000 voitures à l'année, t'as dit. C'est ça. C'est ça. Pas que sur les Toyota, par contre. On fait beaucoup de Toyota, on fait des Lexus, et à 95% à peu près, et le reste, ça va être des Hyundai, par exemple, on va se développer là-dessus. Ça va être des fois aussi des voitures électriques, on fait des Zoé, des Kangoo. On n'a pas des connaissances sur tout, donc ce qu'on ne sait pas faire, on ne le prend pas. On essaie de résoudre les problèmes des clients. Et donc, tu as accepté gracieusement de t'occuper de votre Lexus, je le rappelle, elle est à vous. Ça me fait tellement mal de le dire, mais elle est bientôt à vous. Une Lexus que je t'ai amenée en pensant qu'elle avait beaucoup de problèmes, notamment en boîte de vitesse. Exact. Un problème, non, mais besoin d'entretien. J'ai envie de dire, elle a juste besoin d'amour. et des liaisons au sol qui sont un petit peu capricieuses, notamment un petit bruit qu'on entendra sur la route. Qu'est-ce que tu sais de cette Lexus IS? Qu'est-ce que tu pourrais en dire? C'est un modèle phase 2 qui n'est pas hyper courant. Une grosse berline avec un moteur V6 et accouplé à 95% avec une boîte automatique. Il y en a très peu en boîte manuelle, mais on apprécie beaucoup plus son caractère en automatique. Avant qu'on aille sur la route, parce qu'on va aller sur la route faire un petit diagnostic, j'avais 2-3 questions à te poser. Oui. Des questions qui reviennent assez couramment sur les demandes que je reçois sur Internet ou sur les réseaux sociaux. On va parler d'éthanol déjà. Ah, la question qui fâche. Oui, tu es un spécialiste, donc on me demande souvent si les hybrides, notamment Toyota, acceptent bien l'éthanol. Alors, il y a des gens qui fonctionnent à l'éthanol avec du succès, et il y a des gens qui se cassent les dents, parce qu'en fait, il peut y avoir des problèmes divers. Oui. Il faut absolument qu'on fasse beaucoup de kilomètres si on veut rouler à l'éthanol. Une voiture qui reste avec un plein d'éthanol pendant une semaine sans bouger, l'éthanol décante, l'eau va au fond, on aspire de l'eau au premier démarrage, la voiture démarre pas. Après, il peut y avoir des pannes mécaniques qui peuvent arriver, il peut y avoir des désagréments sur le système hybride à cause de démarrage échoué. Et en fait, principalement, quand on va me poser la question, je vais dire on est d'accord. On met pas. C'est la réponse que je donne quand on me pose la question. Et concernant les batteries hybrides, en général, la durée de vie, là on a un CHR qui est juste derrière. La durée de vie d'une batterie hybride, parce que souvent ce qu'on me dit quand moi je parle de voitures hybrides, que je les mets en avant, ah oui, tu fais le malin, mais quand ta batterie elle va te lâcher, que ça va te coûter 20 000 € de réparation. 20 000 € de réparation. On n'est pas du tout dans ces tarifs. On n'est pas du tout à 20 000 €. On n'est pas du tout dans ces tarifs. Quelle durée de vie pour une batterie hybride en général? Alors, une batterie hybride, on va déjà savoir qu'il y a 2 types de batteries hybrides sur les Toyota et les Lexus. On va avoir des batteries au lithium et des batteries au nickel, qui n'ont pas du tout la même durée de vie, la même utilisation. Mais on va partir du principe qu'une batterie au nickel elle va faire à peu près 3000 cycles.
de décharge, de recharge, alors qu'une batterie au lithium, elle fera 20 000 cycles. Donc c'est pas très parlant tout ça. Concrètement, une batterie hybride de Toyota en nickel, elle va fonctionner à peu près 300 000 km sans trop de soucis. Mais il y a des variantes. On peut avoir des voitures qui ont 15 ans, moins de 100 000 km, et la batterie va tomber en panne. On peut avoir des batteries qui ont 15 ans. Le record que j'ai vu, c'est 650 000 km avec une batterie d'origine qui fonctionnait tout le temps. Elle a fonctionné parfaitement pendant 650 000 km. 650 000 km. C'est exceptionnel. On a beaucoup de cas comme celui-là. La voiture, elle a besoin de rouler. On va prendre un exemple tout bête. Vous prenez votre vieux téléphone qui a traîné 2 ans dans un tiroir. Vous le branchez, la batterie ne tient pas la charge. C'est pareil. C'est pareil. Et concernant tes prestats d'entretien, parce que tu fais de l'entretien du coup. On fait de l'entretien sur les véhicules hybrides, effectivement. On va avoir une différence notamment sur les batteries hybrides. Là où Toyota va faire, le concessionnaire, il va faire un bilan de santé d'office sur chaque révision pour voir l'état de santé de la batterie, qui finalement dira si juste oui ou non, elle est bonne, et tu n'auras pas un pourcentage de durée de vie. Nous, ce qu'on va faire à chaque révision, c'est un nettoyage des filtres de batterie. Et ça, c'est beaucoup plus important parce que du coup, on fait de la prévention plutôt que une action curative. Et avec cette méthode-là, du coup, forcément, la durée de vie de la batterie, elle augmente sur le papier. Exactement. Le but du jeu, c'est que la voiture ne tombe pas en panne et que la batterie fonctionne avec un refroidissement optimal. Et la garantie Toyota Lexus est préservée. Exactement. Donc vous savez où venir, les amis, là, vous savez où venir, vraiment. La caméra, vous savez où est-ce qu'il faut venir. C'est ici qu'il faut venir. Je le redis, c'est pas parce qu'on est partenaire sur cette vidéo que je le dis, mais je pense que tous les arguments qui vont en ta faveur. En tout cas, bravo pour ce travail-là. Merci beaucoup. Bravo. On va faire le tour de ton véhicule maintenant. Ouais. On va regarder un petit peu les dysfonctionnements qu'il peut y avoir. On va voir l'état du véhicule maintenant qu'elle a 240 000 km. 248 000 km. Voilà, à peu près. On va voir à quoi ça ressemble une voiture de cet âge-là, avec ce kilométrage. C'est pas une voiture normale, c'est une Lexus. On a une qualité de fabrication qui va être différente. Écoutez, on va sur la route du coup, on fait ça sans transition les amis. Donc je vous dis à tout de suite. On est parti. Ça fait bizarre d'être passager dans ma propre voiture. Ta propre voiture. J'imagine que tu conduis énormément de voitures de ce genre-là. Donc tu découvres pas la IS 250 toi. Je la découvre pas, non. C'est une voiture qui s'apprécie, qui a un bon comportement routier, qui a beaucoup de couple, mais j'ai pas eu l'occasion non plus de faire beaucoup de kilomètres avec. Moi, j'ai roulé beaucoup en hybride depuis 10 ans et j'ai pas fait beaucoup de Lexus Essence, mis à part les modèles V8 que je connais beaucoup mieux que l'IS 250. Mais on la voit pas beaucoup à l'atelier dans le sens où elle est aussi très fiable. Donc ça, c'est un avantage. Vous attendez, hein, c'est fiable. Hein. Face à un V8, par exemple, j'ai vu il y avait une 460 qui était garée. Niveau fiabilité, c'est pareil ou? Alors, on va pas se servir autant d'un V8 en fait, mais la fiabilité, ça se vaut. On n'a pas de gros soucis sur des moteurs comme ça. Même si c'est des moteurs spécifiques à l'Europe, on aura des moteurs différents, par exemple aux États-Unis. Par contre, aux États-Unis, ils vont avoir quelques problèmes des fois, mais ça va être lié, je pense, au carburant et à la qualité des pièces et des huiles qu'ils mettent dans les véhicules. Ici en Europe, on est quand même vachement tranquille. C'est pas des véhicules sur lesquels on a beaucoup de pièces de performance, donc elles sont peu modifiées. Ouais. Elles sont souvent toutes d'origine, donc on ne touche pas trop, enfin, à part l'IS 200. Plus compliqué. Voilà, l'IS 200, on va avoir beaucoup de pièces tuning effectivement. Et en fait, la principale cause de problème sur ces véhicules-là, c'est les gens qui veulent faire des conversions à l'éthanol par exemple. Alors, il y en a qui s'en sortent très bien. Mais il y en a qui le font avec beaucoup moins de succès. Et on peut avoir des pannes, ça va de la voiture qui démarre pas à celle qui cale en roulant. On peut avoir des casses de pompe à essence, des avaries diverses pour des problèmes en fait qu'on a nous-mêmes créés en faisant une conversion. Ça ne représente pas 100% des cas, mais il faut quand même avouer que c'est quand même la principale cause de panne. Et pour cette IS, en plus elle est assez particulière parce que là c'est une phase 2 et le moteur accepte le 10, ce qui n'était pas le cas des premières phases de l'IS 250. Mais pour autant, c'est un aspect technique assez complexe. Ça fait quoi, 5-6 km qu'on roule là? Comment tu... Bah écoute, pour l'instant, je la mets en mode automatique et je vois comment elle se comporte. La boîte, elle va doucement commencer à être à température. L'huile, elle va être entre
évidemment entre la température ambiante quand on la prend à froid et à peu près 80-90 degrés quand elle est bien chaude. Je vois en fait comment se comporte la boîte de vitesse pendant toute cette phase. Donc là pour l'instant j'ai pas d'à-coup à déplorer, elle est froide, elle fonctionne très bien. Maintenant il est possible qu'à chaud elle marche un peu moins bien, elle présente un petit peu quelques soucis de passage de rapport. Ça je peux le voir après uniquement au démontage quand je verrai l'état de l'huile, l'état de la crépine et éventuellement les connectiques des électrovannes qui peuvent aussi avoir des soucis qui peuvent commencer à se casser avec le temps. Ça peut arriver. Une chose est sûre, c'est que moi mon ressenti par rapport au moment où je l'ai acheté, c'était il y a 2 ans et demi bientôt que j'ai la voiture. Et que la boîte elle est un tout petit peu moins volontaire que quand j'ai acheté, c'est sûr. Un kilométrage après c'était quoi, 227 000 quand je l'avais acheté. Boris, si tu regardes cette vidéo, je te salue, c'est l'ancien propriétaire de la voiture qui l'a beaucoup personnalisé. Par exemple, tu as les interrupteurs de porte, les CF qui viennent d'une LS. Ah, je me disais, c'est pas d'origine ça. C'est pas d'origine, c'est bien d'une LS. Tu as les clignotants séquentiels. D'accord. Si tu pousses seulement, ça va clignoter 3 fois. Alors que normalement, t'as pas ça d'origine. C'est vrai, c'est vrai. Il les a installés. Donc merci à toi, Boris. Alors, en dynamique, en accélérant, qu'est-ce qu'elle donne cette boîte? Maintenant qu'elle est bien chaude. Ah. Là, j'ai pas d'à-coup. Elle semble réagir correctement. L'huile n'est pas non plus extrêmement chaude. Donc c'est déjà un très beau signe. Je pense qu'on va pouvoir faire un entretien avec succès et plus du tout avoir de désagréments. Parce que l'huile dans une boîte automatique, elle va être usée par l'effet de cisaillement du convertisseur de couple. Ça devient très technique, mais l'idée c'est que l'huile elle va avoir une fluidité et puis le cisaillement va la casser et après ça va changer la viscosité de l'huile. Et on aura des baisses de performance, les électrovannes vont se gripper, les disques vont avoir tendance à moins bien accepter le couple, alors qu'en fait une boîte automatique à la base ça va absorber énormément de couple. Il y a même certains dragsters aux États-Unis notamment qui vont passer des boîtes manuelles en boîte automatique pour encaisser plus de couple. Mais du coup, en sachant tout ça, parce que ça si tu le sais, c'est que les ingénieurs le savent aussi, oui. Comment on peut laisser dire à des clients que l'huile est garantie à vie alors? Alors ça c'est un problème de... Je sais pas si on peut partir dans ce sujet, mais c'est un problème de politique. D'une part, on va pas avoir quelqu'un en concession qui va être spécialiste dans les boîtes et qui va connaître les boîtes, qui va savoir expliquer aux clients comment ça fonctionne. Et d'autre part, on va compter sur le fait que l'huile, enfin le client, comme il va remplacer sa voiture très rapidement, il n'aura pas le temps d'avoir des problèmes en fait. Mais c'est le deuxième propriétaire ou le troisième propriétaire qui vont avoir des problèmes de boîte, de pont, et eux qui vont devoir mettre la main au portefeuille. Mais le premier utilisateur, celui qui l'a acheté neuf, lui, il sera ravi du véhicule, il va continuer d'acheter. Okay. C'est plutôt de la politique que de la mécanique. Mais après, ça fait du travail pour les gens qui fabriquent des boîtes, ça fait du travail pour les avocats, ça fait du travail pour les ateliers. Il ne faut pas oublier que ça sert à ça aussi l'automobile, faire travailler les gens. Et c'est que si tout était fiable et qu'il n'y avait pas de soucis, on perdrait les emplois. Là, malheureusement, il faut penser à ça aussi. On va arriver sur la portion rapide, on va envoyer un peu plus pour voir si elle a du glissement ou si elle a des saccades. Je la passe en manuel. Mode S. Le mode ce qu'ils appellent sport, mais qui est en fait le mode manuel, qui permet de passer les rapports exactement au moment où on en a envie. C'est sur les voitures japonaises, on arrive encore plus ou moins rapidement à passer les vitesses soi-même. J'ai déjà eu l'occasion de tester des anciennes boîtes Renault par exemple, où même en manuel, même si on verrouille un rapport, la boîte fait ce qu'elle veut et on a des délais à rallonge sur des passages de rapport alors qu'il n'y a pas besoin. Alors on descend. C'est royal, hein, pas grand chose à dire comme défaillance sur cette boîte, mais on n'a pas fait de bouchon, on n'a pas fait de ville, et c'est ça principalement qui va causer des désagréments. On peut avoir des boîtes qui se mettent en panne dès qu'elle est chaude en fait, ça m'est déjà arrivé personnellement sur des véhicules
automatique qui n'était pas entretenu. Typiquement, on achète une voiture dans le fin fond du 77, on rentre, il y a des bouchons, et au bout d'une heure et demie, la boîte est tilt, c'est terminé. Et tout bêtement parce que la boîte n'était pas entretenue correctement. Ça veut dire que Boris, tu as fait du très bon travail. Si je te montrerai le relevé et le PDF qu'il m'a donné, entre ces 100 000 et ces 220 000 km, ce qui faisait faire venir des pièces d'Arabie Saoudite pour cette voiture. Ah oui. Ah oui, carrément. C'est vrai qu'on en trouve pour ce modèle. Donc la dernière vidange de boîte, c'était peut-être il y a 40 000 km. Moi, j'ai peur. Pas trop de soucis à avoir sur des véhicules qui passent quand même dans des garages et dans des mains expertes. En fait, le problème, c'est d'avoir la réflexion suffisamment avancée pour utiliser correctement sa voiture. Entretenir correctement sa voiture, c'est possible de le faire soi-même, mais il faut des compétences que tout le monde n'a pas. C'est pour ça qu'il y a des spécialistes pour ça, et qu'il faut leur faire confiance quand on n'a pas les qualités, les compétences requises pour faire sa voiture soi-même. Elle a 250 000 km, mais elle a les trains roulants qui sont d'une efficacité encore bluffante. C'est peut-être à force d'essayer des voitures neuves, j'ai l'impression que quand je remonte dedans, je sais pas. Ah mais après, entre une voiture neuve et une voiture qui commence déjà à avoir 40 000 km, si on fait la transition rapidement, on voit une différence. Oui. Malgré qu'elle soit parfaitement utilisable, il y aura une différence parce que les cylindres blocs ont pris leur place, le caoutchouc a commencé à s'user d'une manière, tout a pris un peu sa forme, les amortisseurs ils ont pris pas mal de chocs. On a une différence entre deux comportements, c'est indéniable. Mais l'usure des pièces est tout à fait acceptable pour pouvoir rouler encore très longtemps. Ok, l'encyclopédie. On apprend tellement. Wow. Si tu dis avec tellement de pédagogie, c'est incroyable. J'ai trop. J'ai pas voulu faire prof, j'ai voulu faire garagiste. Si tous les garagistes pouvaient expliquer des choses comme ça. Après, dans la mécanique, on apprend tous les jours, donc il faut beaucoup de recul. Moi, ça fait 17 ans que je fais de la mécanique. Donc je commence à connaître le sujet, mais j'en apprendrai encore aujourd'hui, j'en apprendrai encore demain. Il y a toujours de nouvelles choses à savoir et des pièges à éviter aussi. Je t'avais en 1000, on va commencer. Ah, on va dire, il y a un ralentisseur en face. On va essayer d'écouter ton bruit. Tu vas avoir honte. Ne me juge pas. Non, t'inquiète pas. Il y a des bruits qui apparaissent quand il pleut et des bruits qui apparaissent quand il fait sec. Ah! Et je l'ai. Tu vois, on va ton bruit. Ouais, voilà. T'es rassuré? Parce que j'ai l'impression qu'à l'extérieur, il s'entend pas. Les voitures, souvent, elles ont peur du mécano et elles font plus aucun problème une fois que le mécano a ça dans les mains. Mais heureusement, on a, par rapport des fois simplement à la description du client, on arrive à savoir dans quelle zone chercher, à savoir où regarder pour trouver les problèmes. Par exemple, sur des pannes, on arrive même parfois à réparer les voitures par téléphone. Oui. C'est pas le but premier, mais on arrive à deviner le problème du client. Parce que des fois, ça nécessite pas forcément une intervention, c'est ça, hein. Exactement. Des fois, le client peut se débrouiller tout seul et ne pas faire appel à une dépanneuse, perdre 1 ou 2 journées de travail. Des fois, on peut les solutionner les soucis directement et on n'hésite pas à le faire. Parce qu'on sait que derrière, que le client, on va le fidéliser, même s'il ne vient pas tout de suite au garage. Là, on est sur le point d'arriver. Alors, qu'est-ce que tu tires comme petit bilan de ton tour? Eh bien écoute, cette voiture, elle a de bonnes suspensions, elle a un comportement routier qui est très bien, le moteur, il n'y a rien à dire, il répond présent comme il devrait. Et j'ai pas testé la boîte assez longtemps en fait pour trouver un désagrément. Donc je pense qu'un simple entretien aura raison de n'importe quel souci. Sébastien me dit, apparemment la voiture, elle a pas de soucis. Il est plus optimiste que moi dessus. Je dois vraiment être sacrément pessimiste par rapport à ma Lexus. C'est peut-être parce que j'ai envie de la garder. Non, je rigole. Et voilà, de retour au garage. Enfin, merci pour cette balade, ça c'était très agréable. C'était un plaisir. Et il faut nous expliquer ce qui va se passer ensuite. Donc les amis, on est de retour à l'atelier. Sébastien va nous faire un tout petit tour du dessous de la voiture et nous dire ce qui se passe et ce qu'on va faire dessus. Alors cette voiture, on va lui faire une inspection visuelle pour commencer. Avant de faire une inspection des jeux des trains roulants, on regarde un petit peu qu'est-ce qui a été changé, on essaie de savoir un peu l'historique de la voiture, rien qu'en regardant sous le châssis, pour savoir du coup qu'est-ce qui a pu être touché, qu'est-ce qui va être d'origine. Et on constate que déjà tous les caches plastiques sont en super état et fixés comme à l'origine. Il n'y a pas eu de vis remplacées, de clips magouillés, donc ça c'est très très bien.
On a la ligne d'origine. J'ai l'impression que c'est la ligne qui a été posée en usine au Japon. Hein. C'est toujours la même. Elle présente un petit peu de corrosion. Voilà, le maximum qu'on aura, c'est ça, les colliers qui tiennent les petits pare-chaleur qui cassent. Parce que c'est les plus fins, les plus fragiles. Mais ça n'empêche pas du tout de fonctionner. Ça fait très peu de bruit. Donc on ne va pas forcément remplacer une ligne pour ça. Les silencieux vont attraper des graviers comme à l'accoutumée. Et sinon, de la corrosion superficielle, hein, c'est ce qu'on s'attend à voir sur une voiture de ce kilométrage. Ça veut dire aussi que quand elle était neuve, elle n'a pas été à la montagne. Pas beaucoup et pas suffisamment pour avoir de la corrosion qui s'est installée durablement. La boîte de vitesse, du coup, on l'inspecte. Elle ne présente pas de traces de fuite. L'arrière de la boîte, il n'y a pas de souci. Les côtés, à part un joint de carter qui va être fissuré, on ne voit pas grand chose. Et devant, on n'a pas non plus de fuite. Donc c'est pas un moteur qui a surchauffé parce que sinon on aurait des fuites un peu partout. Tout ce qui est flexible de frein en super état. On a quelques pièces d'usure qui ont été changées et voilà, c'est du propre tout ça. Du coup, moi je vais te la laisser, hein, la voiture. Okay, toi et tes équipes vont faire de leur magie. On va lui donner un peu d'amour. Et on se retrouve dès demain pour la récupérer. Allez, on est parti. The next day. Sébastien, rebonjour. Rebonjour. Bien dormi? Ouais, et toi? Ouais, j'ai connu mieux, mais bon, ça va, on est là, on est en bonne santé. Ouais, t'es quand même assez loin hein, de chez moi. Alors, vous avez terminé du coup? Et effectivement, on a remplacé la crépine, l'huile de boîte. On a trouvé un dysfonctionnement sur les trains roulants par rapport au grincement que tu avais. Donc on a appliqué une solution, on espère qu'elle va être efficace et durable. Comment s'est passé le changement de la boîte automatique? Est-ce que c'était tranquille? Est-ce que difficulté particulière? Écoute, pas de surprise. On peut avoir les vis du carter qui cassent au démontage, mais on sait se prémunir de ça. Et puis l'huile était sale, mais pas normalement. Il n'y a pas de particules, pas de débris dans l'huile. Donc on était sur quand même quelque chose de très sain. Et le remplacement de la crépine va apporter du coup une souplesse dans le passage des rapports. Tu le verras dès que tu repartiras d'ici. On va vous montrer à quoi ressemble une crépine pour ceux qui ne savent pas. La vieille crépine, elle est là, dans le bac de recyclage. Elle est là. Voilà, c'est elle. 2017 qui a été changée. Et à quoi sert une crépine justement? Parce que, Alors en fait, c'est tout bêtement un filtre qui fait toute la surface en fait, de la crépine, qui va filtrer l'huile et apporter un flux, guider le flux en fait dans la boîte et filtrer toutes les particules, toutes les boues qu'il peut y avoir, qui peuvent se trouver dans l'huile. D'accord, ok. Donc le changement terminé. Vous avez mis la boîte automatique est changée, le souci au niveau des grincements a été corrigé. En tout cas, merci Sébastien. Merci Sébastien pour t'être... Merci à toi pour ta confiance. Non, mais la confiance est totale depuis le début, ça tu le sais. Et je vais t'en amener d'autres, hein, des voitures comme ça. Tu sais que là, on est sur la IS pour le jeu de concours, mais il y en aura d'autres. Écoute, je le souhaite. Hein. Et des japonaises. Donc, Yaris TS, tu fais? Bien sûr. Ok, d'accord. Yaris TS, c'est pas impossible que je t'amène une Yaris TS. Ouais. Il sera peut-être à faire gagner elle aussi, mais on verra, ça dépendra du succès de cette opération. Si vraiment tout est vendu, je vous l'annonce, on part sur une Yaris TS directement derrière. Donc les amis, ce sera tout pour cette vidéo qui aura été quand même assez longue. C'est la vidéo la plus longue de la chaîne, très facilement. Mais c'était très agréable. Merci Sébastien, encore une fois. Merci Davy. Je rappelle que vous allez avoir un lot de codes promo dont le garage Pacemaker fait partie. Moi, j'espère que je reverrai Sébastien très bientôt, normalement pour le tirage au sort. On le fait ici? Allez, pourquoi pas, hein, il y a de la place. Allez, c'est parti. Et en attendant, la prochaine vidéo, comme d'habitude, j'espère que ce sera sur la réflexion de carrosserie de la voiture. Les amis, vous roulez prudemment, comme d'habitude, vous êtes safe. Et nous, on vous dit peace. Peace.